Bonjour à tous. Un an après la déclaration de guerre, où en est-on sur le front cyber entre l'Ukraine et la Russie? Réponse en ouverture de cette édition. Et puis dans le débrief de l'actualité, nous reviendrons avec nos reportages de Barcelone sur ces grandes tendances que l'on a vues au Salon mondial du mobile. Avec mes commentateurs, nous débattrons aussi de l'interdiction de TikTok et du financement éventuel par les GAFAM de nos réseaux de télécommunications. Et puis il y a un autre salon international qui fait l'événement en ce moment même à Paris, c'est celui de l'agriculture. Je recevrai en plateau la ferme digitale qui est partie avec 60 startups à la porte de Versailles, au milieu des vaches et des cochons, des startups de la tech française. On terminera Smart Tech comme d'habitude avec notre chronique Où va le web? Mais d'abord, donc regard sur le front cyber entre la Russie et l'Ukraine. C'est l'interview tout de suite. Avec moi en plateau pour continuer ce grand débrief autour du Mobile World Congress, ce grand salon international du mobile, Faiz Djellouli, le patron cofondateur d'Oliseum, Philippe Legrand à vos côtés, président d'Infranum, Thomas Lanaute, directeur commercial Europe de BSO. On va parler du Mobile World Congress, mais pas seulement, on va aussi parler de l'interdiction de TikTok ensemble, et puis de cette question de financer nos réseaux, nos déploiements d'infrastructures par une taxe GAFAM, une nouvelle taxe peut-être en Europe. Mais d'abord, je vous propose que l'on fasse un point sur ce triste anniversaire, un an de guerre dépassé maintenant entre la Russie et l'Ukraine. On va regarder ce qui se passe du côté du front de la cybersécurité avec François Deruty qui est connecté avec nous. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le CEO de Sequoia.io. L'équipe de Threat Intelligence de votre entreprise vient de sortir une analyse circonstanciée sur ce front cyber entre l'Ukraine et la Russie. Un an donc après la déclaration de guerre. Quelle est votre analyse ? Tout d'abord, on peut constater qu'au départ, on avait peur du conflit d'un front cyber très élevé, d'une forme d'Armageddon cyber qui n'a pas eu lieu. Donc la cyber a été utilisée comme un moyen pour appuyer la guerre conventionnelle, comme on voit partout sur les chaînes d'information, plutôt à base d'artillerie. Donc c'est plutôt un moyen qui a été utilisé en appui, alors qu'on redoutait vraiment un deuxième front un peu plus caché, mais très impactant sur le front cyber. Et ce niveau d'attaque s'est élevé, mais n'a pas eu lieu à la hauteur de ce qu'on pouvait redouter, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver plus tard. Alors, on a quand même entendu parler d'un niveau de menace qui s'était élevé. Ça veut dire aussi peut-être qu'on arrive mieux à détecter ces menaces, on les a mieux anticipées ? Alors, il y a beaucoup d'équipes comme les nôtres qui se préparent depuis très longtemps à détecter ces attaques cyber et à modéliser cette menace. Effectivement, le niveau c'est vraiment élevé puisque ça a été utilisé pour appuyer ce conflit-là. Ce qu'on peut constater, c'est quand même des faits marquants, notamment une attaque sur des flux satellitaires qui ont impacté la France et l'Italie en débordement un peu de l'Ukraine, qui ont été assez visibles dans les différentes actualités. Et puis évidemment, oui, quand même pas mal d'attaques, soit de sabotage sur le territoire ukrainien pour impacter les militaires ukrainiens et les empêcher d'utiliser les ressources à leur disposition, soit des attaques liées à la diplomatie pour un peu savoir ce qui se passe dans le monde occidental, ou sur des ONG ou des organismes militaires pour empêcher les organismes internationaux de travailler correctement ou pour récupérer des informations sur le front de l'espionnage. Et un an après, on est dans quelle situation? Est-ce que vous avez le sentiment que sur le front de la cyber, justement, ça se calme, on s'essouffle, je dirais, du côté des cyberattaquants, ou au contraire, on redouble de vigueur? Alors moi je pense qu'il faut redoubler de vigilance, tout simplement parce que sur le terrain militaire et classique de l'artillerie, on voit bien que le conflit dure et je ne sais pas s'il s'enlise un peu, je ne suis pas un expert de la tactique militaire sur le terrain, mais du coup le front cyber pourrait trouver un nouveau souffle justement pour compenser cet enlisement ou ces fronts qui ont du mal à se déplacer sur le territoire physique de l'Ukraine. On pourrait avoir un renouveau sur le front cyber justement pour appuyer cette position et essayer de déclencher un nouveau souffle côté russe. Ça pourrait arriver effectivement. Et quand on parle de cyberattaquants, alors on parle de qui exactement? On a des organisations du côté de l'Ukraine, on a vu se constituer de manière officielle des armées, des cyber-armées. On parle de qui exactement? Est-ce que ce sont des actions qui sont pilotées par les États russes, ukrainiens?
Alors, on a trois grands types d'acteurs sur ce front. On a les acteurs étatiques, donc pilotés par l'État russe, les services de renseignement russes, donc qui eux ont plusieurs stratégies. Une première stratégie qui est pilotée plutôt par le renseignement militaire russe, qui lui va plutôt tenter de saboter différentes infrastructures sur le territoire ukrainien en effaçant des équipements informatiques pour les empêcher de fonctionner, des modems, des fournissements d'eau, les télécommunications, l'énergie. Ensuite, on a les acteurs qui sont plutôt portés vers l'extérieur du territoire ukrainien, toujours pilotés par l'État russe, qui sont plutôt chargés de l'espionnage, d'essayer de récupérer des informations sur qu'est-ce qui se trame à l'OTAN, qu'est-ce qui se décide, ou essayer de récupérer notamment auprès des ONG des informations sur les dossiers qui sont en train d'être constitués sur les potentiels crimes de guerre de la Russie. Donc ça, c'est le premier front, vraiment les acteurs étatiques pilotés par l'État. Ensuite, on a la cybercriminalité, donc les rançongiciels et ces groupes qui pilotent ces codes informatiques qui chiffrent vos données et vous demandent une rançon pour les déchiffrer, qui sont très actifs aussi également pour certains pour appuyer ce conflit ou d'autres tout simplement pour profiter du conflit pour des besoins plus lucratifs. Et puis ensuite, on a toute une frange de ce qu'on appelle les activistes cyber, soit occidentaux, soit pro-russes, qui s'affrontent aussi sur le territoire numérique, sur des dénis de services de sites web, sur des attaques qui sont peut-être moins sophistiquées, mais qui ont un impact visuel plus important, puisque ça rend disponible beaucoup de services publics ou beaucoup de choses qui sont visibles. On en voit notamment des occidentaux qui essayent de perturber les diffusions télé des discours de Vladimir Poutine, par exemple. Alors quand on parle du front cyber entre la Russie et l'Ukraine, c'est un peu une vue de l'esprit puisqu'il n'y a pas de frontières dans le numérique. Mais quelles sont les principales menaces qui dépassent largement les frontières de ce conflit ? Vous parliez de cybercriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui les attaques cybercriminelles que l'on constate en Europe et en France sont liées au conflit ? Alors, elles existaient bien avant le conflit et déjà à un niveau très élevé, ces attaques de cybercriminels. Là, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait également peur que ça augmente, mais il y a eu beaucoup de débats au sein de ces groupes cybercriminels pour savoir si les membres étaient neutres, en soutien à la Russie ou en soutien à l'Occident. Donc, ça a créé pas mal de conflits au début, de conflits internes dans ces groupes-là au début du lancement de la guerre en Ukraine. Ensuite, ils ont repris leur activité, j'ai envie de dire plus classique, d'attaquer différentes structures dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, pour leur demander des rançons et les perturber. Donc finalement, ce conflit n'a pas eu un impact décisif sur l'écosystème cybercriminel, qui juste a rajouté un discours politique à son discours classique de prise en otage de sociétés ou d'infrastructures numériques en échange d'une demande de rançon. François de Ruty, comment vous voyez les choses évoluer là sur les mois qui viennent ? Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir redoubler de vigilance puisque comme le conflit s'enlise, on pourra avoir un renouveau sur le front cyber. L'espionnage piloté par les acteurs russes nécessite une vigilance vraiment importante sur la sécurité qu'on peut utiliser dans les différentes enceintes qui prennent des décisions, soit de sanctions, soit des enceintes internationales ou multilatérales qui cherchent des solutions à ce conflit. Et puis un point qu'on oublie un peu régulièrement, c'est pendant que tous nos regards se retournent vers la Russie, il y a d'autres acteurs, notamment la Chine, qui déploie ses attaques cyber également pour elle récupérer beaucoup d'informations en espionnage, beaucoup de vols de données. Et puisque tous nos regards sont un peu focalisés sur la Russie, on a tendance à oublier cette menace-là qui est extrêmement importante aujourd'hui pour les entreprises occidentales et qui pourra avoir un impact plus discret mais majeur sur le long terme. Un commentaire ? Oui, tout à fait, parce que cette situation est dramatique et il y a bien des façons d'aider l'Ukraine, et notamment dans la reconstruction du pays, qui va arriver évidemment prochainement, et la capacité que nous pouvons donner à l'Ukraine de reconstituer toutes ses infrastructures et ses forces de défense, y compris sur la cybersécurité. J'aurai l'occasion, dans le cadre d'un événement organisé par le cabinet BGV, de rencontrer l'ambassadeur d'Ukraine pour travailler sur la reconstruction du pays, sur les infrastructures numériques. Ça sera le 9 mars prochain. Et ça se pense maintenant, et ça se pense en coopération et dans une logique où on doit aider l'Ukraine, bien sûr, apporter toute l'expertise et les infrastructures nécessaires, mais aider l'Ukraine à se reconstituer par elle-même. Merci beaucoup. Merci François de Ruty de Sequoia.io de nous avoir livré cette analyse sur le front cyber entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup. C'est parti pour notre autre débrief de l'actu.
Alors, on est de retour de Barcelone avec Philippe Legrand. On n'a même pas eu l'occasion de se croiser dans les allées, tellement ce salon est gigantesque et pourtant on les a parcourus. Oui, mais nous étions nombreux. Nous étions très nombreux. Philippe Legrand, président d'Infranum, Faïz Djelouli, CEO cofondateur d'Olyséum, Thomas Lanaud, directeur commercial Europe BSO. Vous êtes là avec moi pour reprendre ce débrief de l'actualité autour du mobile. Pas seulement, on va quand même commencer avec ce qui s'est passé au Mobile World Congress et ces grandes tendances que nous avons vues. Hier, on avait commencé un peu ce travail ensemble autour des promesses de la 5G, ce qu'on en attendait. On a entendu le patron d'Ericsson France, Franck Bouettard, nous expliquer que finalement l'enjeu, ce n'était pas non plus totalement que la 5G, c'était de basculer l'ensemble des infrastructures vers des infrastructures mobiles. Forcément, il prêche pour sa paroisse. Je voulais vous montrer d'ailleurs une des fonctionnalités présentées par Ericsson sur son stand gigantesque. Pas aussi grand que celui de Huawei, mais pas loin. Énormément de démos, dont une nouvelle fonctionnalité qui s'intègre dans des scénarios de cyberattaque et qui fonctionne déjà en 4G. On regarde. Je suis en compagnie de Sanaz Gari. On est devant un scénario de cyberattaque sur une ville et on voit des zones en rouge. Sanaz Gari, qu'est-ce qui se passe là ? Oui, effectivement, c'est une ville en source de cyberattaque, mais heureusement, ils ont des équipements de radio d'Ericsson. Et là, on a des fonctionnalités pour protéger des attaques et d'autres, si jamais malheureusement une attaque se passe, on a des fonctionnalités pour détecter une attaque. Exemple ici, rapidement, si on peut avoir une attaque qui est appelée fausse station de base. Donc, elle peut être... C'est-à-dire qu'on a une personne malveillante qui décide d'installer une fausse base radio, c'est ça ? Exactement. Et de se faire passer pour un équipement radio classique pour collecter des données de tous les utilisateurs qui sont autour. Effectivement. Donc, il va envoyer un signal qui est très fort pour rattraper ces mobiles lorsqu'ils sont en train de bouger. Donc, les mobiles, lorsqu'ils se connectent à la station de base a accès à tout le réseau et elle va pouvoir manipuler, elle va voir les identifiants des utilisateurs et ça peut être très dangereux. Donc, lui, c'est le malveillant. Exactement. Alors celui-là, c'est le malveillant et ça, ce sont les stations de base d'Ericsson. Mais heureusement, ils ont l'équipement Ericsson et on a une fonctionnalité qui est géniale. Juste on l'active, elle va faire donc un scan de tout le réseau, rapporter tous les identifiants des cellules et elle va pouvoir voir, on va voir ensemble comment elle va détecter que c'est une fausse station de base. C'est ça le méchant, c'est ça l'attaqueur qu'on doit attraper. Comme ça, donc là on voit les stations de base validées sont en bleu. Exactement. Et elle, celle-ci est identifiée comme une fausse. Exactement, elle est comme fausse. Et là on le voit sur une page et c'est identifié comme fausse station de base. Là, l'opérateur, il peut faire une action ou appeler les autorités qu'il y a un attaquant dans le réseau. Merci beaucoup. Je vous en prie, bienvenue. Merci. Vous avez trouvé qu'on était assez présent sur ce sujet de la cybersécurité au Mobile World Congress ? Pas trop. Pas trop hein. Je trouvais que ce n'était pas le sujet numéro 1, effectivement. Fallait peut-être pas faire peur, je ne sais pas. Peut-être, et puis il y a d'autres enjeux. Oui, tout à fait. En fait, c'est le propre de chaque innovation technologique que la fonctionnalité précède la partie cybersécurité. On pensera à la cybersécurité plus tard. Ce qui est dommage, parce que quand même, ça y est, on a quand même déployé de la 5G, y compris en France. Les questions de cybersécurité sont hyper présentes. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus fort. Oui, tout à fait. Enfin, le sujet requiert normalement qu'on puisse s'y intéresser avec force. La démonstration que vous venez de passer, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner en termes de cybersécurité que dans des cas où la cybersécurité est extrêmement bien apportée dans les infrastructures. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est rarement le cas. Que ce soit dans les IoT ou dans les infrastructures télécom, on garde quand même une marge de progression extrêmement importante. Donc là, c'est une très belle vitrine, très souhaitable pour l'avenir. La réalité, elle est quand même un petit peu en dessous. Ouais, et puis c'était qu'un petit stand parmi 74 autres. C'est vrai qu'on en parlait avec Jean-Paul Smet de Rapid Space, qui est un de nos clients par ailleurs. Et l'enjeu, c'est la virtualisation des réseaux, quels qu'ils soient, des réseaux 5G ou radio. Et il est vrai qu'en fond, c'est la partie... cybersécurité, c'est-à-dire gérer le trafic Internet qui augmente et gérer l'anti-DDoS, c'est-à-dire
des solutions pour lutter contre les attaques volumétriques qui rendent inopérants des devices ou des réseaux. Je pense que l'enjeu, c'était plus de parler de la virtualisation plutôt que des solutions de cybersécurité qui sont gérées en background. Oui, ça c'était vraiment le sujet. Alors vous avez évoqué Jean-Paul Smets de Rapid Space, on a un reportage avec lui, mais avant, je propose qu'on écoute depuis le stand Huawei, donc je rappelle, 11 000 mètres carrés de stand au sein du Mobile World Congress. C'est une grosse démonstration de force. Et puis il faut montrer patte blanche quand même, on ne peut pas aller partout où on veut, on ne peut pas prendre toutes les photos non plus que l'on souhaite prendre. Donc démonstration de force du chinois Huawei sur les questions de 5G en matière d'antenne, mais aussi des nouveaux usages autour de l'industrie 4.0. On écoute son directeur général France. Les antennes, vous en montrez beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup d'innovations autour des antennes 5G, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a aussi des nouvelles antennes qui sont capables de faire de la 2G, de la 3G, de la 4G, évidemment, de la 5G et même de la 5.5. On commence à voir à quoi ça va ressembler. 5.5G. Sur le marché français, tout ce qu'on voit là comme innovation, est-ce que déjà c'est pour le marché français aussi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne verra pas en France? Évidemment, toute innovation est aussi pour l'ensemble du marché international, dont la France, et en particulier la France, parce qu'enfin, on a fait beaucoup d'innovations avec la France, avec des opérateurs. Quand vous évoquez en fait les antennes, on a fait innovation sur plusieurs bandes, 7, 5, 8 bandes ensemble, etc. Que vous voyez tout à l'heure dans le stand, il y a des antennes unifié avec la 5G, 4G, etc. Donc tout ça, donc on optimise la place, on réduit le nombre de sites la place mobiles. Et on optimise également le visuel, Ouais. etc. Donc on augmente en fait l'efficacité dans l'ensemble. Merci. Juste un dernier point. La première pierre stratégique de Huawei en France, là en 2023, ce sera quoi? Alors en 2023 et aussi dans les 20 années à venir, parce que cette année 2023, c'est le 20e anniversaire de Huawei en France. Et on l'a montré il y a 15 jours dans une conférence de presse. Qu'est-ce qu'on a fait en fait depuis 20 ans en France? Le thème principal qui ressort, c'est vraiment l'innovation. On a fait pas mal d'innovations, 5 centres de R&D en France, un centre de R&D fondamental, etc. Donc, évidemment, on continue. Des fabrications d'antennes en France à Strasbourg bientôt, sur une nouvelle génération. Et effectivement, on est en train de préparer en fait l'installation d'une usine de fabrication, une usine de production en France. Donc ça, dans les 20 années à venir, c'est aussi innovation qui est le mot-clé, parce que Huawei est une entreprise d'innovation, nouvelles technologies. En tout cas, c'est la démonstration, vu la dimension du stand et le nombre de démonstrations. Merci beaucoup. Merci. Bon, je corrige quand même, Ming Hongzhang est le directeur général adjoint de Huawei France. Ça vous a laissé quelle impression de la présence de Huawei au Mobile Congress? Ça prouve la santé de Huawei dans le monde, malgré les restrictions qui ont été appliquées en Occident. C'est une démonstration de force, le terme que vous avez employé est juste. J'ai aussi beaucoup apprécié les stands de Nokia, d'Ericsson et des autres équipementiers qui sont brillants d'innovation, tous. L'innovation, elle doit être collective, elle n'est pas détenue par les ZTE, je l'oubliais, elle n'est pas détenue par un seul équipementier, même si celui-là, effectivement, a fait une démonstration de force et a montré une chose qui était très intéressante, qui était les nouvelles antennes qu'il lance. Celles qu'on ne pouvait pas prendre en photo. Exactement. Qui sont extrêmement performantes aussi. Un des gros sujets de Huawei notamment, mais pas seulement, c'était aussi l'industrie 4.0, avec un appel à accélérer en France. Ming Hongzhang dit, mais là, il faut vraiment passer à vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on attend ? Tout à fait. En fait, là-dessus, je le rejoins totalement. La 4.0, c'est, en deux mots, ça s'appuie beaucoup sur des équipements IoT, des équipements de télécommunications. Ça collecte beaucoup de data et donc ça fait aussi énormément de data mining. C'est en gros, on apporte à la fois de l'optimisation des processus avec de l'intelligence et de l'automatisation. Le problème avec ça, c'est que ça consomme énormément de données. Donc ça apporte très certainement, donc il y a le bright side et le dark side. Le bright side, c'est que ça apporte énormément
énormément de bienfaits aux entreprises. Dans le domaine industriel, ça permet de faire de la maintenance prédictive, ça permet de, je sais pas, par exemple, quand vous prenez les trains, c'est bourré de capteurs, et dès lors que le pattern de collecte des vibrations commence à sortir du nuage habituel, eh bien, on va détecter qu'il faut peut-être aller en maintenance pour éviter, pour anticiper la panne. Donc, rien que de ce point de vue-là... on évoque un chiffre de 40% d'économie en passant à l'industrie 4.0. Il y a énormément d'économies, certes, mais par contre, moi, je souhaiterais souligner la problématique cybersécurité qui est sous-jacente à ce problème-là, c'est qu'on collecte beaucoup de données, et donc ça veut dire qu'il y a une véritable problématique liée à la propriété intellectuelle, donc à la confidentialité des données, parce que ces données valent littéralement de l'or. C'est révélateur de savoir-faire, de beaucoup de secrets de fabrication qu'il faut protéger. Nous, on est très souvent sollicités pour le faire. Et le deuxième problème, c'est l'usage très très massif des IoT. Les IoT, ça communique surtout par ondes radio. Donc, qui dit ondes radio dit qu'on peut les intercepter, potentiellement les manipuler s'ils sont mal sécurisés. Donc ça pose véritablement le problème de leur sécurité intrinsèque et de la sécurité de leur architecture et de leur interconnectivité avec des réseaux sensibles de production type OT ou ERP par exemple. Bon, ça explique peut-être pourquoi ils vont un petit peu prudemment sur ce nouveau terrain de jeu, mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi la question de l'attribution de fréquences. Oui, tout à fait. C'est décisif pour le développement de l'industrie 4.0 qui est très lié avec le développement massif des réseaux 5G privés. C'était une des grandes tendances, des grands enseignements du Mobile World Congress qui diffère en cela des autres événements, des autres éditions. Les réseaux 5G privés deviennent une tendance massive et ça permet de répondre à cet enjeu de sécurité dès lors qu'il est adossé à la maîtrise des données, mais on y reviendra, et à la souveraineté peut-être aussi, en tout cas la maîtrise globale des infrastructures. Et ça, c'est un marché qui est en train de se développer. On aura l'occasion d'ailleurs la semaine prochaine de remettre au ministre Roland Lescure et Jean-Noël Barrot le guide de la filière sur la 5G privée, justement pour accélérer grâce à l'attribution des fréquences et à la baisse de leurs coûts. Maintenant, il faut accélérer sur... alors ça peut bousculer les équilibres et les forces du côté des grands opérateurs. Thomas Lanotte. Oui, écoutez, je pense que Philippe est plus à même de répondre à cette question sur ce point, peut-être. Oui, alors même si BSO est un bel opérateur d'infrastructure également. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes un peu dans les télécoms, il me semble, non ? Effectivement, ça pourrait bouleverser la donne, mais les opérateurs eux-mêmes ne sont pas en reste sur son marché, sont même des leaders naturels pour cela, parce qu'ils fournissent les solutions, même si c'est derrière pas forcément eux qui les opèrent complètement. Ça reste des très grands fournisseurs de solutions, y compris d'ailleurs jusqu'à la couche de cybersécurité. Ça peut bouleverser les équilibres, ça peut aussi contribuer à ajouter encore de l'activité pour l'ensemble de la filière et on ne peut que s'en réjouir. Bon, mais d'ailleurs, oui, non, mais en fait, c'est-à-dire que il y a vraiment un changement de pattern des trafics en fait inter-entreprises et intra-entreprises avec l'apparition du 4.0 et nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure haute disponibilité, enfin en tout cas notre secteur d'activité, on est là pour assurer et que les flux passent et que la performance soit au rendez-vous et d'apporter les solutions intégrant de l'AI également pour pouvoir mitiger les différentes attaques et prévoir les comportements déviants et protéger tous les équipements et tout un écosystème d'être rendu inopérant. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de Rapid Space, donc on est allé les voir. Moi, ce qui m'a frappé, c'était quand même le seul équipementier bout en bout français qui était présent au Mobile World Congress. J'ai retrouvé Jean-Paul Smets sur le Mobile World Congress. Jean-Paul Smets qui nous fait découvrir le monde du libre régulièrement dans Smartech. Et alors là, Jean-Paul, tu es au Mobile World Congress pour présenter une solution pour les télécoms. Et tu es en fait le seul équipementier français de bout en bout à exposer ici. Oui, c'est ce qui est arrivé un peu par hasard. Ok. Parce qu'en fait, on fabrique des têtes radio. Le bout en bout, donc ça passe par ces matériels-là. Oui. Ok. Donc l'onde, elle est amplifiée par la tête radio en blanc. Ce qui est envoyé dans la tête radio, le signal est calculé par le boîtier vert ou un boîtier jaune, c'est un serveur. Et ce qui surveille que le calcul se fait bien et que les performances du réseau sont bonnes, c'est le logiciel de gestion qui produit ce genre de courbe. Et tout est maison, là, dans ce que tu viens de me décrire ? Tout est maison, et ça veut dire qu'on est capable de livrer tous les éléments qui permettent de faire un réseau de télécom d'opérateurs. Et tout est maison et tout est, j'imagine, sous licence libre. Oui,
Tout est libre. J'espère bien même. Oui, bien sûr. Ok. Et qui sont les clients? Qui sont tes clients pour ce type de solution? Alors, nos premiers clients sont des gouvernements pour des applications de type police ou armée, où aujourd'hui, en fait, ce que veulent la plupart des jeunes policiers, c'est l'équivalent d'un WhatsApp sur leur téléphone. Ok, on va montrer. Oui, ça ressemble vraiment à une interface WhatsApp. Mais pour un réseau privé qui est attaché à chaque véhicule de police ou à chaque véhicule de transport de troupes. Ouais. Ensuite, nos deuxièmes types de clients sont des opérateurs qui veulent déployer des solutions de réseau virtualisé en ayant en fait la garantie que tout fonctionne de bout en bout. Alors quand tu dis des États, des opérateurs, c'est à l'international, c'est un marché international. Mais pourquoi ces clients-là qui quand même ont un trafic de données particulièrement sensible vont plutôt se tourner vers des solutions open source? Johan va nous l'expliquer. Ok, Johan. Oui. Alors déjà parce que nos serveurs sont open source et open hardware. Donc ça veut dire qu'on rend disponible à tout le monde les plans de fabrication. Donc les gens peuvent voir s'il y a des failles, tester et ils ont le contrôle total sur la machine. Ils peuvent même le faire fabriquer dans n'importe quel pays. Et ils peuvent chiffrer les données sur leur machine pour faire en sorte que nous, on n'ait pas accès aux données. Donc en fait, ils montent leur réseau sur mesure. Ils ont totalement la main et sur le matériel et sur le logiciel. Et toi, Jean-Paul, en termes de fournisseurs, tu dépends de qui? Alors moi, je dépends par exemple sur les microprocesseurs de 3 fournisseurs, AMD américain, Intel américain et Hygon chinois. D'accord. Sur le matériel serveur, on a de l'Open Compute qui vient de Taïwan ou d'autres matériels qu'on fabrique nous-mêmes en France. Donc tu n'es pas tenu par un seul acteur en fait, du marché, c'est ça? On a toujours au moins 2 acteurs, comme ça on peut vérifier que l'approvisionnement continue et que le prix n'est pas exagéré. Ok, je vous souhaite un bon salon sur le stand de Rapid Space. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon voilà, pour notre tour d'horizon de Mobile World Congress, on va s'arrêter là, sinon on ne va pas avoir le temps de discuter, de débattre ensemble des autres sujets du débrief, à commencer par les GAFA. Alors, quand je dis les GAFA, c'est plutôt les big tech, tous ceux qui utilisent massivement nos réseaux, nos infrastructures, nos réseaux de télécom. Est-ce qu'il faut les faire payer? Est-ce qu'il faut les taxer pour nous aider à financer nos déploiements? Quel est votre avis sur la question, messieurs? Thomas Lanotte. Écoutez, alors c'est un peu à double tranchant parce que si on regarde sur les 8 dernières années, c'est plus de 400 milliards investis par ces mêmes GAFAM. Depuis 3 ans, c'est plus de 70 milliards investis en infrastructure pour à la fois gérer l'explosion du contenu, parce qu'il ne faut pas oublier que 60% du trafic mobile est lié directement aux GAFAM. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué, acheté de la bande passante, construit des câbles sous-marins pour acheminer cette donnée. Ils ont investi dans des data centers pour rapprocher le contenu de l'utilisateur. En fait, ils n'ont plus besoin de personne, c'est ça que vous nous dites. En ce sens, ils contribuent déjà à créer des filières, à favoriser l'attraction des territoires avec les stations d'atterrissement des différents câbles, Dunant, Amitié, on a eu l'occasion d'en parler. Donc, est-ce que le sujet n'est pas de se demander pourquoi un champion européen n'émerge pas alors qu'on a quand même pu profiter de l'apport en investissement de ces GAFAM. Alors je vais faire la contradiction, c'est que peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur l'utilisation des réseaux télécoms de nos opérateurs nationaux européens à moindre frais, qui leur permet de gagner beaucoup d'argent et de financer leur propre réseau et donc de devenir nos nouveaux concurrents sur les infrastructures. C'est effectivement exactement la position des grands opérateurs européens, de dire qu'on construit des infrastructures européennes pour faire rouler des voitures californiennes et que le déport de la valeur est complètement disproportionné entre les GAFAM donc, et ces opérateurs européens. Donc effectivement, il y a une question d'équilibre des forces. Je suis totalement d'accord avec l'analyse qui consiste à dire que notre priorité est de faire émerger les champions de demain. Ouais. On y contribue au sein de la French Tech. Je reviens donc, comme vous de Barcelone et 70 entreprises françaises, des jeunes pousses, des startups qui investissent, sont soutenues. Il y avait Business France et il y avait la French Tech, Infranum était là également, on a même remis les Infranum Awards. Je pense qu'on doit mobiliser nos efforts pour faire émerger le GAFAM de demain. En attendant,
La réalité d'aujourd'hui, c'est quand même ce déport de la valeur. Et je suis assez compréhensif, en tout cas, envers les opérateurs qui constatent cela. Et je pense qu'il faut rétablir un certain équilibre, puisque effectivement, plus de 60% du trafic est utilisé par ces quelques petits acteurs. La réglementation européenne a été sortie. Maintenant, la discussion est sur la table. Mais ce que Infranum demande, et notre position forte, c'est que si taxation il doit y avoir, elle doit servir les infrastructures numériques. C'est une question de justice vis-à-vis de ceux que l'on taxe et aussi de bonne santé économique de la filière, on ne va pas s'en plaindre, mais toute taxation sur le numérique doit servir le numérique. Votre avis, Faïs ? J'abonde dans le sens qui vient d'être dit par mes collègues. Effectivement, aujourd'hui, n'oublions pas que les infrastructures qui ont besoin d'être modernisées ont très longtemps constitué le lit de la création de la valeur ajoutée de ces big tech, donc pas que GAFAM, effectivement, il y a Netflix, il y en a d'autres, et que moi je les invite à voir cette taxation comme proposée par M. Breton, comme un investissement sur l'avenir, puisque demain ils auront tout le loisir de pouvoir exploiter les capacités offertes par ces projets de modernisation. Oui, mais justement, peut-être qu'ils préfèrent créer leurs propres infrastructures plutôt que de financer celles des autres. Alors à Barcelone, on a eu Thierry Breton aussi qui nous a proposé un discours très mesuré sur cette question avec la consultation européenne qui est lancée sur le financement des réseaux télécoms et qui dit il n'y a pas de choix binaire à faire entre ceux qui fournissent les réseaux et ceux qui alimentent le trafic. Il faut trouver la juste mesure. Oui, parce que la crainte des régulateurs européens, c'est aussi là que ça se joue. La crainte des régulateurs européens, c'est d'induire des biais. La crainte des opérateurs alternatifs, c'est d'induire des distorsions de concurrence. Et la crainte des citoyens, c'est de mettre un terme à la net neutralité, la neutralité du net. Donc tout ça est un système parce que notre proposition, plutôt que de taxer les GAFAM, ce serait de permettre de davantage monétiser les trafics Internet, c'est-à-dire permettre aux opérateurs peut-être de décider quel service il proposera à ses abonnés, à quel prix, et donc on remettrait en question la neutralité du net. Exactement, c'est une alternative qui pourrait être crédible mais qui mériterait d'être extrêmement encadrée. C'est la raison pour laquelle Thierry Breton tient des propos toujours quand même engagés, mais mesurés, parce qu'il cherche le consensus, il cherche à trouver la bonne formule pour réussir quand même à la contribution à ce juste équilibre entre les investisseurs sur les infrastructures et ceux qui en bénéficient massivement, même si effectivement ils investissent beaucoup dans l'économie globale de l'IT. Encore un commentaire sur ce sujet ? Non, effectivement, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ils deviennent aujourd'hui les plus gros employeurs, on le voit, et donc ça favorise des emplois extrêmement qualifiés, donc c'est extrêmement bien pour l'économie française. Bon, on passe à notre autre sujet très rapidement sur l'interdiction de TikTok dans les institutions. Alors là, c'est une question à la fois de cybersécurité, de questions de cyberespionnage, mais aussi d'addiction. Vaste sujet. Moi, je vais peut-être répondre ou commenter que sur la partie cybersécurité. Ouais. Moi, j'ai vraiment du mal à me faire l'avocat du diable, en quelque sorte, par rapport à TikTok. C'est vrai qu'ils ont fait l'objet d'un certain nombre de mesures de rétorsion qui s'avèrent, à la lumière de l'analyse technique, être quand même suffisamment fondées. Alors, c'est-à-dire disons qu'aujourd'hui, j'ai du mal quand on regarde le profil technique du fonctionnement de TikTok, j'ai du mal à opposer dessus un regard serein. Si je devais retenir deux raisons, la première, c'est que c'est lié à la sophistication démesurée du fonctionnement de TikTok. Vous savez, l'application est en réalité très différente dans son fonctionnement par rapport à d'autres applications. C'est une machine virtuelle dans laquelle s'exécute un code avec un langage propriétaire. On voudrait obscurcir le fonctionnement réel de l'application, qu'on ne s'y serait pas pris autrement, quoi. Et la deuxième problématique qui corrobore, qui vient renforcer aussi la suspicion portée au premier, c'est que ça consomme énormément de données. Ça collecte beaucoup de données personnelles, donc caméra, le micro, la géolocalisation, etc. Et sans chercher à être stigmatisant, mais quand on connaît la conception de la privacy dans le pays d'origine
de TikTok, c'est-à-dire la Chine, que l'on sait être très très différente de la conception de la privacy. Là-dessus, je n'oppose pas de jugement moral, mais en tout cas, on sait que c'est un fait. C'est très différent de l'importance que l'on apporte sur la protection de la vie privée en Europe, et généralement, et c'est même défendu par le RGPD, par les règlements. Eh bien, on est en droit de se poser des questions, voire même de sévir, je pense. Oui, bon alors après, on n'a pas vraiment le temps de commenter. Je voulais quand même vous passer cette petite séquence vidéo avec Emmanuel Macron. J'ai Lucas sur Snapchat. Plus de légumes, moins de viande. Bon, c'est pas tout à fait une question, Lucas. Moi, je suis pour le régime flexitarien. Donc, il faut un régime équilibré, en particulier pour nos enfants, nos ados, enfin pour tout le monde. Donc, il faut des légumes et de la viande, en des proportions raisonnables à chaque fois, ce qui est important pour notre santé, parce que l'alimentation, c'est de la santé, c'est de la prévention. Si on se nourrit bien, on est moins malade. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on puisse se nourrir avec de la qualité et à bon prix. Et il se trouve que nous produisons de la qualité dans notre pays. Attention, TikTok, c'est dangereux, mais alors il s'en sert quand même royalement oui, pour communiquer auprès d'une autre population, les jeunes. Je trouve qu'ils sont tous flexitariens, c'est-à-dire que l'administration Trump a essayé de faire interdire TikTok, en tout cas de les faire racheter par Oracle et Walmart, et c'est une opération qui a échoué. Tout le monde utilise TikTok à des fins de promotion individuelle et sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus pour l'arrêter. C'est une drogue dure, quand même. Ouais. Flexitarien, c'est pas mal. Bon, et puis on se retrouve là au milieu d'un conflit quand même Russie-Chine. Nous, l'Europe au milieu, c'est pas simple. Merci beaucoup à tous les trois pour le débrief de l'actu. Faïs Djelouli, patron, cofondateur d'Olyséum dans la cybersécurité. Philippe Legrand, président d'Infranum, et Thomas Lanaud, directeur commercial Europe, BSO sur les infrastructures telco critiques. Juste après la pause, on part sur le salon, cette fois international, de l'agriculture. L'actualité continue dans Smart Tech, l'actualité autour du numérique, des nouvelles technologies et de la société qui change. Avec par exemple ce salon de l'agriculture qui est investi désormais par des startups technologiques. On en parle avec Frédéric Mouvier, mon invité dans Smart Tech aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Ferme Digitale et le cofondateur de la start-up Baoba. La Ferme Digitale sur le salon international de l'agriculture, c'est 60 startups, 9 espaces, un espace de conférences, 90 conférences, 800 mètres carrés. Pas mal. C'est exceptionnel cette année. C'est une édition, c'est la 7e édition pour la Ferme Digitale sur le salon de l'agriculture. Et cette année, effectivement, un espace de conférence, vous l'avez dit, vous avez tout dit, 60 startups. Et la Ferme Digitale, c'est une association extraordinaire en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de startups autour du sujet de l'agriculture ou que l'ensemble est mieux structuré? Alors l'ensemble est mieux structuré et il y a de plus en plus d'innovations et de plus en plus de startups sur l'agriculture qui nous rejoignent au sein de la Ferme Digitale. Alors donnez-nous des exemples de ces startups tech qu'on peut voir là en ce moment à la porte de Versailles. Alors venez nous voir, 800 mètres carrés, des espaces de conférence. Donc vous avez de tout. Vous avez de la deep tech, vous avez de la biotech, vous avez des nouveaux intrants à base de produits naturels, vous avez des nouveaux intrants à base de champignons, de mycophyto. Vous avez de l'agrivoltaïsme avec Ombrea. Vous avez des plateformes de vente en ligne pour les agriculteurs avec Agriconomie, une licorne qui est OFT 120. Ouais. Vous avez un panel, vous avez Baoba, donc l'entreprise que je représente qui déforme des plateformes numériques pour les polyculteurs éleveurs. Donc on trouve, quand vous dites de la deep tech, qu'est-ce que vous avez comme exemple? On a par exemple Winat sur les capteurs météo, de l'intelligence artificielle, des données, plus des capteurs pour de meilleures prédictions, pour anticiper les sécheresses, proposer aux agriculteurs de nouveaux services. Donc ça tourne beaucoup autour de la numérisation aujourd'hui des outils des agriculteurs. Beaucoup de numérisation. Les agriculteurs s'équipent de l'aide à la décision. De l'aide à la décision, des plateformes numériques et puis aussi des nouvelles pratiques techniques de production pour les agriculteurs avec des nouveaux produits, des nouvelles formulations et des nouvelles façons de faire. Donc c'est un salon professionnel pour vous? C'est carrément professionnel. Donc il y a du grand public qui vient nous voir. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et le grand public, il trouve quoi? Alors le grand public, il vient renouer le lien avec les producteurs. Il y a besoin de renouer le lien entre le consommateur et les producteurs. Donc ils viennent voir ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, ce que sera l'agriculture de demain. Et ils viennent aussi reprendre confiance avec leurs producteurs, leur façon de faire. Il faut préserver la souveraineté alimentaire en France. Et comment on va le faire? En faisant une agriculture demain qui soit championne, qui soit leader, avec des agriculteurs qui sont à la page, faire de la France le champion de l'agtech en Europe,
C'est notre objectif à la ferme digitale. La France, 3e pays créateur de start-up, si on le rapporte au nombre d'habitants. Donc on peut dire que c'est bien. Est-ce que c'est suffisant pour s'assurer cette souveraineté justement alimentaire demain ? Il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table et c'est ce qu'on fait. Ça ne va pas se faire tout seul. Et donc c'est ce qu'on prône nous aussi à la ferme digitale. Alors parlez-nous de la ferme digitale justement. Oui. Donc c'est une association. C'est pas un incubateur. Non, c'est une association avec que des startups, beaucoup de CEO. Alors ça peut avoir aussi certains aspects d'incubateur parce qu'on s'entraîne entre nous, on se donne des conseils, etc. Donc ça c'est absolument extraordinaire aussi ce qui se passe de ce côté-là. C'est 120 membres, vous l'avez dit, quasiment 90 startups aujourd'hui. C'est 250 millions levés depuis le début de l'année. En 2022, ce qui représente plus de 40% de ce qui a été levé dans l'AgTech en France. D'accord. Les startups de la ferme digitale. C'est 3000 emplois. De tous les collaborateurs de la ferme digitale. Et c'est 1 milliard d'euros levés depuis 2016. Depuis la création de la ferme digitale a levé 1 milliard d'euros depuis 2016 sur toutes les startups qu'il a. C'est un sujet qui monte vraiment. Souvent, on pense aussi, quand on pense à l'agriculture de demain, on pense à l'alimentation de demain. Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de l'agritech ou l'agtech ? Bien sûr, vous avez par exemple Crystal Shine sur la partie traçabilité de l'alimentation, qui est aussi une start-up de la ferme digitale. Vous avez de l'agri-food tech. Et puis vous avez aussi l'alimentation. Vous avez des sociétés comme Insect, par exemple, ou Inverse, qui redéveloppent une filière totale de fabrication de protéines animales à partir d'insectes et qui se déploie dans le monde entier aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Mouvier de la ferme digitale et de Baoba. Donc on peut vous retrouver sur le stand de la ferme digitale. Ça se passe où ? Ça se passe à Porte de Versailles, au Salon d'agriculture, Quel hall 4. Et un petit message pour notre prochain événement de la ferme digitale, c'est le 13 juin. C'est les LFD au Grand Contrôle où il y aura 2000 visiteurs, 150 startups, des investisseurs, une vingtaine de workshops. Venez nous voir aussi, prenez vos places pour le 13 juin. C'est l'événement, le rendez-vous de la ferme digitale. Super, merci beaucoup Frédéric Mouvier. On termine cette édition avec notre chronique Où va le web ? Et aujourd'hui, c'est Eva qui va nous raconter comment les NFT se retrouvent désormais exposés dans les musées. Les musées se mettent au NFT. Cette fois, c'est le célèbre centre Georges Pompidou à Paris qui se lance dans l'aventure des tokens. Il devient le premier musée national français à acquérir des NFT. Jusqu'à présent, les institutions culturelles se montraient difficiles face à la frénésie des NFT. Dès le printemps, donc, vous pourrez admirer, en plus de la collection du Musée national d'art moderne, 18 œuvres numériques, la plupart liées donc aux jetons non fongibles. Le musée promet de remettre en contexte ces œuvres numériques, notamment par la présentation de certificats, car ils font partie, c'est vrai, partie intégrante de l'histoire de leur dématérialisation, affirme le conservateur. Parmi ces œuvres, le CryptoPunk #110 et Autoglyph #25, vous les voyez derrière moi, c'est le studio NFT Yuga Labs qui a fait don de ce CryptoPunk à l'établissement français. Depuis des mois, le studio parcourt le monde, frappe à la porte des musées les plus importants dans le but de démocratiser les œuvres de la collection. Au mois de novembre, elle avait fait don d'un CryptoPunk #305 à l'Institut d'art contemporain de Miami. L'intérêt de ces collaborations, c'est aussi et surtout d'accroître la légitimité des NFT et de la blockchain dans le monde artistique et de montrer que ces œuvres ont bel et bien leur place aux côtés d'autres créations artistiques. C'était Smart Tech. Merci beaucoup à tous de nous suivre en replay sur la chaîne Bismart et en podcast. Merci beaucoup à Frédéric Mouvier, le secrétaire général de la ferme digitale, cofondateur de la société Baoba. Merci. On passera vous voir J'y compte bien. Au salon de l'agriculture Porte de Versailles. C'est très sympa d'être venu vous déplacer, nous raconter un peu ce qu'on y trouve et faire un teaser. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech. Demain, ce sera le best-of.